Dans ce texte, nous explorons la relation entre le langage humain et le pouvoir créatif. L'auteur affirme que le langage humain, bien qu'il ne puisse exprimer que des formations mentales basées sur des images existantes, a la capacité d'acquérir un pouvoir créatif similaire à celui du Verbe divin. Le pouvoir créatif du langage humain se manifeste lorsque nous concentrons notre attention sur l'intention et le sentiment qui se cachent derrière les mots, permettant ainsi une connexion avec la réalité de l'expérience humaine. Lorsque le langage humain est utilisé de manière créative, il peut avoir des effets tangibles dans les domaines de la pensée, des émotions et même du physique. L'auteur suggère que l'évolution du langage humain se dirige vers une utilisation plus directe de ce pouvoir créatif, qui est propre à la conscience supramentale. En comprenant cela, nous pouvons commencer à percevoir la véritable nature du langage et son potentiel créatif. L'auteur explique que la vibration sonore a le pouvoir de créer et de détruire des formes. Il mentionne des expériences où des sons sont projetés sur une surface fine, comme une feuille de plastique, et font bouger des particules de poudre, créant ainsi des motifs changeants. Ces motifs semblent correspondre aux sons émis, avec des formes géométriques telles que des carrés, des cercles et des triangles. De plus, il mentionne que des mots ou des sons spécifiques peuvent également produire des formes qui ressemblent à des plantes. Il souligne également qu'un objet peut être brisé lorsque la vibration sonore correspond à sa résonance. Par exemple, un verre peut se briser lorsqu'un chanteur d'opéra atteint une fréquence qui le fait vibrer intensément. Ces expériences démontrent le lien direct entre la vibration sonore et la formation et la destruction de formes. Dans ce texte, l'auteur explore le pouvoir des vibrations sonores. Il mentionne que la vibration d'un objet peut être amplifiée avec des machines, et que la plupart des objets ont une fréquence de résonance naturelle. Cette fréquence peut être tapée et suffisamment alimentée en énergie pour que l'objet se déforme, devienne mou ou se casse. L'auteur donne l'exemple d'une technique de martial art qui consiste à casser un mur en trouvant la fréquence de résonance du mur et en le faisant vibrer jusqu'à ce qu'il se brise. L'auteur souligne également que les vibrations sonores peuvent créer et détruire, comme en témoignent certaines expériences scientifiques. Il mentionne les travaux d'un scientifique du XIXe siècle, John Querelle Kelly, qui utilisait des machines pour capturer et diriger des vibrations physiques de très haute fréquence. Ces expériences montrent que les vibrations physiques sont primaires, et l'électronique n'était pas utilisée. L'auteur suggère ensuite que toutes les formes ont été créées par des vibrations sonores, et que toute forme peut être créée par une combinaison appropriée de vibrations sonores. Il explique que le langage humain est une application particulière du principe du son, utilisant des vibrations créées par le souffle dans la gorge et la bouche. Initialement, le langage était utilisé pour exprimer les sensations et les émotions causées par un objet ou un événement, puis il a été utilisé pour exprimer des idées sur l'objet. Le langage est donc représentatif plutôt que créatif. L'auteur souligne également que certains sons, tels que les sons de douleur ou d'appréciation, sont universels et transcendent les barrières linguistiques. Le langage, selon l'auteur, émerge naturellement à partir de sons associés à des expériences. Par exemple, quand il pleut, le son des gouttes de pluie sur une surface en plastique ou en métal a une caractéristique distinctive. Pour communiquer qu'il pleut à quelqu'un dans une grotte, des gestes seraient faits et des sons de gouttes tombantes seraient utilisés. Ainsi, le langage se développerait à partir de ces associations naturelles. Mais le langage va au-delà de la représentation, car il crée des émotions, des images mentales et des impulsions d'action. Par exemple, en exprimant l'excitation à propos d'un rêve bleu à quelqu'un dans la grotte, cela pourrait communiquer l'idée et l'émotion d'excitation, conduisant à une action telle que sortir dans la pluie pour la sentir. Cela montre que le langage est créatif. La théorie du mantra étend cette idée en affirmant qu'il s'agit d'un mot de pouvoir qui émane des profondeurs secrètes de notre être, ou une conscience plus profonde que la mentale le médite et le nourrit. Le mantra peut alors produire des effets dans notre propre être et dans les autres esprits, et même dans le monde matériel. La parole devient ainsi le véhicule de cette puissance. En bref, le langage est un moyen puissant de communication et de création. Dans ce texte, l'auteur explique que lorsqu'une idée naît en nous, elle émerge d'un niveau profond de notre être, au-delà du mental, et traverse différentes étapes jusqu'à sa manifestation. D'abord, l'idée peut surgir de nos profondeurs émotionnelles et être nourrie par nos pensées, énergies et instincts. Ensuite, elle se ferait un chemin jusqu'au cœur où l'on ressent un élan à agir. À ce stade, l'idée n'est pas encore formulée mentalement, mais elle a déjà une intention claire. Puis, elle passe de l'origine émotionnelle au mental où elle est confirmée, modelée, et se voit attribuer des formes, des stratégies et des variations spécifiques. Finalement, elle peut être exprimée verbalement ou mentalement, selon les circonstances. L'auteur souligne également que parfois, la parole silencieuse est encore plus puissante que la parole prononcée à voix haute. Cet aspect du processus créatif pourrait expliquer l'efficacité des mantras susurrés à voix basse. La puissance du mot créatif, qu'il soit prononcé silencieusement ou à voix haute, est capable d'avoir un effet significatif. Les vibrations subtiles émises par le mot silencieux ont un impact potentiellement grand, tandis que les vibrations grossières provenant du mot parlé ont un effet limité. Les mots silencieux, émis dans la sphère de la pensée ou de la pensée émotionnelle, ont la capacité de se propager à travers le monde entier, tandis que les paroles physiques se propagent seulement dans l'environnement immédiat.
Les mots silencieux ont même la possibilité de résonner à travers le temps. La crise actuelle de l'Europe et même les guerres mondiales qui l'ont suivie ont été influencées par les philosophes des décennies précédentes et les idées qu'ils ont diffusées. Les mots créatifs ont donc le pouvoir de façonner la société et de modifier les conditions. Les mantras, qui proviennent d'une profondeur plus grande, ont le pouvoir de créer de nouveaux états subjectifs, de modifier notre être psychique, de révéler des connaissances et des facultés que nous ne possédions pas auparavant. Les mantras formulés spécifiquement avec une énergie déjà infusée ont un avantage supplémentaire, car ils portent en eux cette énergie. Chaque mantra, selon son formulateur et l'énergie qu'il y a insufflée, transmettra différentes vibrations et engendrera des changements en nous, même si nous ne comprenons pas pleinement la signification du mantra. Ce processus de répétition du mantra peut être perçu par des individus dotés de la clairvoyance, qui verront la lumière de la vibration du mantra illuminer tout leur être intérieur. Il est même possible que des animaux, dotés d'un sens clairvoyant légèrement plus développé que le nôtre, perçoivent ces vibrations émises par le mantra et réagissent en conséquence. La puissance du mot créatif est donc une force qui peut véritablement modifier notre être intérieur. En changeant notre état d'esprit, notre humeur et notre concentration, la répétition d'un mantra peut avoir des effets bénéfiques sur notre psyché. En utilisant un mantra pour attirer l'énergie positive, il est possible de dissiper les nuages sombres de la tristesse et de la dépression et d'illuminer notre aura. La répétition du mantra nous met en contact avec la puissance qu'il représente, activant ainsi des facultés et des connaissances qui étaient auparavant inaccessibles. De plus, le mantra peut également être utilisé pour aider les autres en influençant leur état mental et vital ou en purifiant l'environnement dans lequel nous nous trouvons. En concentrant notre intention sur 3 niveaux, mental, vital et physique, nous pouvons amplifier les vibrations du mantra et ainsi créer des effets tangibles sur les plans physique, mental et énergétique. Dans ce passage, l'auteur discute de l'effet des rayons ultraviolets sur la croissance des bactéries dans l'air. Il mentionne que lorsque le soleil est couvert par les nuages ou pendant la nuit, la croissance des bactéries n'est pas affectée. Cependant, lors d'une éclipse solaire, où le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés, il y a une augmentation de la concentration de bactéries. L'auteur explique cela en utilisant une perspective occulte, affirmant que les bactéries sont des manifestations de l'énergie négative dans l'atmosphère. Lorsque cette énergie négative est neutralisée, les bactéries se dissolvent. De plus, l'auteur mentionne que le fait de réciter des mantras et de purifier l'atmosphère peut également réduire le nombre de bactéries. En conclusion, l'auteur propose une explication basée sur les vibrations mentales et physiques qui ont des effets sur le plan physique, et que les mantras peuvent conduire à des actions physiques ou même à la transmutation d'objets. Dans ce passage, l'auteur parle de l'effet des vibrations du son sur le plan mental, vital et physique. Il mentionne que les mantras ont été utilisés pour provoquer des transformations physiques et même la création d'objets matériels. Il donne des exemples d'incidents où des mantras ont été utilisés pour éteindre un incendie et pour arrêter la pluie. L'auteur souligne également que nos pensées et émotions produisent constamment des vibrations qui ont des effets sur nous-mêmes et sur les autres, créant ainsi des actions et des formes dans le monde physique. La mère, dont il fait référence, a résumé l'occultisme en disant que chaque fois que nous avons une pensée ou une émotion forte, nous produisons des effets qui ont des résultats physiques. L'auteur mentionne que dans les prochaines discussions, il abordera l'utilisation consciente du mantra dans les Védas et la parole suprême. La méditation sur ces concepts sera poursuivie jusqu'à la prochaine semaine.